Docteur Zara, je vous laisse la parole maintenant pour cet exposé que nous attendons avec impatience et je me permettrai ensuite de vous poser successivement les questions qui ont été posées par nos auditeurs à la fin de votre présentation. Merci. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc ce soir, effectivement, on va discuter ensemble d'urticaire et plus particulièrement d'urticaire chronique. Donc les urticaires en général, c'est un grand chapitre, c'est un motif extrêmement fréquent de consultation, mais on va essentiellement voir les urticaires chroniques parce que c'est un peu plus compliqué à gérer, il n'y a pas toujours d'étiologie ou de cause évidente et on va essayer un peu de discuter surtout du vrai et du faux dans les urticaires, parce que les patients arrivent souvent avec le diagnostic, donc c'est une maladie qui ne pose pas de problème diagnostique, c'est surtout un problème de prise en charge, mais également un problème étiologique. Il y a aussi deux problématiques principales sur lesquelles on va insister, parce que les patients sont convaincus, voire intimement convaincus qu'il s'agit d'une allergie, et arrivent souvent avec des corticoïdes de Péros qui ont été déjà utilisés. Et donc après cette petite introduction, on va reprendre les bases. C'est quoi l'urticaire? Donc ça vient du latin ortie. On sait tous, si on va toucher une feuille d'ortie, on va voir cette fameuse papule urticarienne sur laquelle on va revenir. C'est une dermatose qui est classée parmi les dermatoses inflammatoires. C'est extrêmement fréquent. Je pense qu'une personne, toute personne dans sa vie va au moins une fois expérimenter une lésion d'urticaire. Ça peut concerner la peau, mais également les muqueuses. Et là, on reviendra également dessus. C'est des lésions qui sont plutôt assez graves quand c'est les muqueuses. C'est un motif fréquent de consultation, comme je l'ai déjà dit. On estime approximativement à 25% de la population générale qui présenterait un épisode qui nécessiterait une consultation. Ce qui est difficile avec l'urticaire aussi, c'est de dire au patient est-ce qu'il va être guéri et surtout en combien de temps. Donc c'est difficile à l'échelle individuelle, mais on sait qu'en moyenne, une urticaire, surtout chronique, va durer entre 3 et 5 ans. On ne sait pas pourquoi elle arrive et on ne sait pas pourquoi elle va régresser. Heureusement aujourd'hui qu'on a des traitements qui sont efficaces et qui vont permettre de contrôler efficacement les symptômes. Donc c'est extrêmement important d'expliquer aux patients qu'on ne va pas le guérir, mais on va améliorer les symptômes qui sont extrêmement gênants. Alors, avant de démarrer sur tout ce qui est clinique, prise en charge, bilan étiologique, c'est extrêmement important de comprendre la physiopathie. Premier élément important, l'urticaire n'est pas allergique ou elle est allergique dans très peu de cas. Et chaque urticaire est unique et il faudrait parler des urticaires au pluriel parce qu'il n'y a pas une urticaire, il va y avoir plusieurs urticaires. Pour faire simple, on va essayer de classer notre urticaire. Est-ce qu'elle est d'origine immunologique ou non immunologique? L'exemple simple de non immunologique, c'est quand il y a une substance qui va venir de l'extérieur et va être à l'origine de cette stimulation de la fameuse cellule sur laquelle on va revenir à plusieurs reprises, qui est le mastocyte, et qui va être à l'origine de la dégranulation de l'histamine, à l'origine des différentes manifestations cliniques. Et il y a également une voie d'activation particulière qui est une voie d'activation immunologique, où là, on va voir l'intervention soit de certains lymphocytes, et notamment des lymphocytes T qui vont se lier à ce mastocyte et le stimuler pour qu'il y ait une dégranulation, ou alors la fixation d'immunoglobulines, ou également de compléments, mais les immunoglobulines les plus impliquées sont les immunoglobulines de type IgE, c'est pour ça que grosso modo on parle d'allergie, mais on peut avoir également des immunoglobulines de type IgG. Je fais une toute petite parenthèse, certes, qui est très spécifique, mais on peut avoir des auto-anticorps anti-IgE qui viendraient donc fixer l'IgE sur le mastocyte et avoir cette dégranulation, et puis tous les signes classiques, la triade que vous connaissez, œdème, vasodilatation et prurite avec cet infiltrant inflammatoire. Donc ça, c'est de façon très simplifiée la physiopathologie. Donc quand le patient va nous poser la question « est-ce que j'ai une allergie ?» La première réponse, c'est non. On va lui expliquer qu'il y a un emballement du système immunologique avec une cellule particulière, mais on ne pourra pas aller plus loin parce que c'est extrêmement complexe et chaque patient va avoir son urticaire. Par contre, on peut noter que certains médicaments vont aggraver l'urticaire, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et certains antidouleurs et des sirops contre la toux, notamment contenant des codéines et de la morphine. Donc ça, il faudra bien interroger le patient qui a une urticaire pour qu'il n'aggrave pas
sans urticaire. Cette histamine qui va être libérée de façon intense au niveau de l'organisme va être responsable de certains signes cliniques. Je pense que les signes cliniques, il n'y a pas de problème, même si on va les revoir ensemble. On va avoir des lésions qui sont papuleuses, c'est-à-dire en relief sous forme de papules. Et souvent, le patient va arriver n'ayant pas de lésions au niveau de la consultation parce qu'une des caractéristiques de ces lésions, c'est qu'elles sont fugaces et migratrices. Donc, le patient peut arriver sans lésion, mais il suffit de lui poser une question simple. Est-ce que ça ressemble à une piqûre de moustique ou piqûre d'ortie? Le signe clinique majeur, c'est le prurite. Donc, le patient va se gratter et il va vous dire qu'il va avoir l'impression que ça se déplace au niveau de l'organisme. C'est pour ça que c'est des lésions qui sont migratrices. Généralement, chaque élément, chaque plaque va durer moins de 24 heures avec la survenue d'autres plaques. On peut avoir des œdèmes et des gonflements transitoires essentiellement au niveau des muqueuses, notamment au niveau du visage. Souvent, quand c'est associé à une urticaire et juste un œdème du visage sans atteinte, donc muqueuse profonde, ce n'est pas grave et ça peut durer 72 heures. On peut avoir des œdèmes au niveau des yeux également. Et bien sûr, on peut avoir l'association des deux, c'est-à-dire des plaques plus de l'œdème. Donc là, c'est des patients que vous voyez. On peut avoir des lésions qui sont de petite taille, micro-papuleuses. Et ça, on reviendra dessus. Elles peuvent être aussi d'origine cholinergique, donc il n'y a pas que d'histamine. On peut avoir des plaques figurées très importantes. On parle même parfois d'urticaire géante. On peut avoir sous forme de dermographisme, comme vous le voyez sur ce joli dessin, c'est-à-dire dès qu'on fait une pression au niveau de la peau, on va voir ces zones papuleuses apparaître et on peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr, ne pas oublier l'œdème et l'association aux lésions muqueuses. En pratique quotidienne, honnêtement, rarement les patients viennent avec ces lésions parce que le temps de prendre un rendez-vous chez le dermatologue, les lésions ont déjà disparu. Quels sont les signes de gravité qu'on devra rechercher à l'interrogatoire et à l'examen? Ça va être la dyspnée, une dysphonie de cette atteinte donc muqueuse profonde, une hypersalivation, des troubles de la déglutition, un malaise, une hypotension, des troubles digestifs. Il faut les réexpliquer de façon simple au patient et lui dire que si le moindre de ces signes, soit appeler rapidement le 15 ou consulter aux urgences. S'il n'y a pas ces signes, ça ne sert à rien d'encombrer les urgences ni de s'inquiéter. En dermatologie, on adore les diagnostics différentiels et encore plus devant cette lésion qui n'est pas du tout spécifique. On a juste une papule, une lésion rouge et qui gratte. Donc là, la liste des diagnostics différentiels n'est vraiment pas exhaustive. On différencie quand même en fonction de la durée de l'urticaire et on reviendra sur les définitions d'urticaire aigu et urticaire chronique. Sur l'urticaire aigu, les diagnostics différentiels assez classiques, c'est l'eczéma aigu du visage et là, le patient va vous dire il y a déjà des antécédents d'eczéma, il a appliqué tel produit et la lésion élémentaire va être plutôt une vésicule et qui va sointer, alors que dans l'urticaire, il n'y a pas de sointement, il n'y a pas de vésicule. Un exanthème viral, on a le droit de faire une virose avec une rougeur au niveau de la peau. Une toxidermie maculopapuleuse et les lésions du cou sont fixes et durent beaucoup plus longtemps dans le temps avec notion de prise médicamenteuse et des délais qui sont en faveur. Et d'autres maladies beaucoup plus rares, comme la maladie de Steve, qui donne des lésions urticariennes, mais avec une éruption fébrile. Et donc là, c'est des critères diagnostiques qui permettraient de faire la part entre les choses et la récidive des lésions. Concernant les urticaires chroniques, il y a essentiellement deux types de diagnostics différentiels à retenir chez l'adulte. C'est essentiellement la mastocytose et la pemphigoïde au stade préébuleux. C'est une maladie auto-immune au niveau de la jonction dermo-hypodermique qui habituellement donne des bulles, mais avant les bulles, on a des plaques urticariennes. Donc, ne pas passer à côté de diagnostic chez les personnes d'un âge certain, je dirais. Et bien sûr, chez l'enfant, ne pas oublier l'érythème polymorphe. Mais honnêtement, en pratique quotidienne, il y a très peu de place au diagnostic différentiel. L'urticaire, vous allez me dire, c'est juste des petites papules qui grattent, mais elles vont avoir, dans le cas de l'urticaire chronique, un retentissement extrêmement important sur la qualité de vie. C'est atroce de se gratter en permanence, surtout que le prurite peut être constant, il peut être extrêmement intense. On peut s'aider d'échelles pour évaluer le prurite. On demande simplement aux patients entre de 0 à 10 de nous dire 0, il n'y a pas de prurite, 10, c'est extrêmement intense. Et donc, vraiment, il faut prendre en charge toute la symptomatologie et le patient dans sa globalité. Avant de rentrer dans les détails, s'il y a quelque chose à retenir par rapport à la prise en charge des antihistaminiques, c'est la première ligne de traitement. 10% vont rester quand même résistantes à ces antihistaminiques et donc nécessiter des traitements de seconde intention. Et là, on a des traitements biologiques qui sont disponibles et il n'y a quasiment pas de place du tout à la corticothérapie
Péros. Ça, vous allez m'entendre dire à plusieurs reprises et on verra également pourquoi. Je vous rappelle brièvement les définitions. Donc, l'urticaire chronique, c'est une ou plusieurs poussées, mais dans une durée de moins de 6 semaines. L'enquête étiologique permet, dans 70% des cas, voire plus, même par le patient lui-même, d'identifier une cause. Vous dites, je mange tel truc, j'ai de l'urticaire. J'utilise tel produit, j'ai de l'urticaire, etc. Et dans ce cas, aucun examen complémentaire est nécessaire. On ne fait pas d'examen complémentaire pour rassurer les patients. Antihistaminiques sont en première ligne et souvent le problème est rapidement résolu. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment les urticaires chroniques et c'est ce qui pose le plus problème. C'est d'avoir des lésions chroniques ou récidivantes sur plus de 6 semaines et le patient va vous donner toutes les caractéristiques, papules, fugaces, migratrices, plus de 3 mois en moyenne. Et là, on est vraiment dans d'autres statistiques. Donc, chez quasiment tous les patients, voire 50 à 80%, il n'y a pas de causes qui sont identifiées. Pourquoi j'ai mis les causes sont multiples? Parce que c'est plutôt la classification des urticaires qui sont multiples. Elles peuvent être physiques, inductibles ou idiopathiques, etc. On ne rentre pas sur les classifications parce qu'il y a déjà un gros flou nosologique. Le diagnostic reste simple, c'est souvent l'interrogatoire et les photos du patient. Et si on a la chance de tomber sur les lésions, ça va être l'examen clinique. Il n'y a pas d'examen complémentaire, pas de nécessité de faire des biopsies, sauf si on pense au diagnostic différentiel. Et donc, quand on fait une biopsie, on dit au patient, ce n'est pas pour confirmer le diagnostic, mais c'est vraiment pour éliminer les autres diagnostics. Il y a beaucoup de recommandations d'experts. Ce qui est intéressant, c'est que ces recommandations d'experts sont au fur et à mesure mises à jour, heureusement. Donc, ce qu'on doit retenir, urticaire aigu, c'est 20% de la population au moins une fois sur sa vie. Urticaire chronique, 1% de la population, mais beaucoup plus embêtant, prise en charge beaucoup plus complexe, beaucoup plus des femmes avec ce fameux seuil de 6 semaines. Je me répète, ce n'est pas de l'allergie parce que le patient cherche toujours à trouver donc, le criminel et après il vous dit, voilà, c'est les fraises, je ne mange pas de fraises depuis 6 mois, mais ça ne marche pas. Je dis, voilà, je vous ai bien expliqué que ce n'était pas allergique. Pour faire simple, avant de détailler ces recommandations d'experts, on a le diagnostic d'urticaire chronique avec tous les critères que nous avons détaillés. On peut effectivement retrouver des facteurs déclenchants ou favorisants. Ça peut être par exemple l'effort physique, le port d'une charge lourde, le froid, l'eau, la chaleur, le soleil, etc. Et donc là, on va éviter ce facteur déclenchant et un antihistaminique de dernière génération en monothérapie pendant approximativement 8 semaines. Cette première consultation est longue dans le sens où on va interroger le patient et surtout bien lui expliquer les facteurs déclenchants favorisants et surtout lui expliquer qu'il doit prendre son antihistaminique de façon continue, qu'il ait des lésions, qu'il n'en ait pas. Et pour convaincre le patient par rapport à ça, on va lui parler de l'histoire du mastocyte et on va lui dire que ce mastocyte est chatouilleux, il est perexcitable. Donc, il faut vraiment l'endormir à long terme. C'est pour ça qu'on va donner ces 8 semaines. Si au bout de 8 semaines, ça marche assez bien, que le patient a quasiment plus, voire pas de poussée du tout d'urticaire, donc on est dans l'efficacité du traitement, on va réévaluer au bout de 3 mois et on peut progressivement proposer un arrêt progressif. On peut ne pas avoir de récidive, mais les récidives existent. Si on est sous forme d'échec, c'est-à-dire que le patient vous dit « j'ai toujours des lésions », donc là, il faut se poser quand même la question de l'observance et comme on le verra un peu plus tard, on peut aller jusqu'à 4 comprimés, même si on est hors AMM, mais on est dans les clous par rapport aux recommandations d'antihistaminiques. Et l'écrire en toutes lettres, parce que souvent, les pharmaciens, quand ils voient 4, ils peuvent nous dire qu'il s'agit d'une erreur de frappe. Non, ce n'est pas une erreur de frappe, c'est bien 1 à 4 comprimés par jour. Si même avec tout ça, ça ne marche pas, donc on est en droit de demander un bilan. Le bilan, bien sûr, va être orienté en fonction des antécédents et de l'historique et de l'interrogatoire du patient. On pourra faire une NFS, une VS, une CRP. On va rechercher aussi s'il y a une dysthyroïdie. Et sur certaines zones, on peut rechercher la toxocarose. Bien sûr, un bilan adapté, on ne va pas tout rechercher. Si le patient nous parle d'épigastralgie, on aura le droit de chercher, par exemple, la présence d'un Helicobacter pylori, etc. Et si vraiment tout ça ne marche pas, qu'il n'y a rien au bilan, on peut être sur des antihistaminiques sédatifs ou associer des antihistaminiques différents. Mais honnêtement, en pratique quotidienne, ça reste relativement rare. Donc après ces 8 semaines d'antihistaminique, un bilan très simple. Et si on retrouve à ce bilan un syndrome inflammatoire biologique ou des anomalies à la numération formule sanguine ou s'il y a des signes cliniques évocateurs, c'est là où on va aller
plus loin, par exemple, dosage de compléments, parce qu'on sait que les patients qui ont un lupus peuvent avoir des urticaires, les facteurs antinucléaires ou certaines sérologies, mais on ne le fait pas systématiquement. Si on a des signes évocateurs de dysthyroïdie, bilan hormonal et anticorps, si on a des signes gastriques, comme j'ai déjà dit, Helicobacter pylori, si on a une urticaire au froid, ça reste plutôt les pays scandinaves parce qu'on n'a pas le froid suffisant pour avoir des urticaires et c'est souvent des formes familiales, ne pas hésiter à demander dans de bonnes conditions une cryoglobulinémie, etc. L'urticaire solaire, on peut faire des phototests pour voir quelle est la dose minimale qui va induire l'urticaire et en fonction vraiment du tableau clinique adapté à chaque fois. Donc, il n'y a pas un bilan exhaustif, c'est un petit bilan et le reste est à adapter. Il y a très, très, très peu de place au bilan allergologique dans les urticaires chroniques, sauf s'il y a des troubles vraiment dyspeptiques alimentaires postprandiaux évidents. S'il y a une urticaire très localisée, le patient vous rapporte un contact par rapport à un produit précis, et s'il y a des épisodes d'angioëdème récidivant du visage chez l'enfant. À part ces 3 situations qui restent extrêmement rares en pratique quotidienne, pas de bilan allergologique pour toutes les urticaires. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, qu'on a bien interrogé le patient, qu'on a essayé de classer son urticaire, puisqu'on ne peut pas la classer facilement, on a beaucoup de tests qui vont permettre de classer ces urticaires avant d'aller sur les traitements. Par exemple, si le patient vous dit, quand je sors de la douche, quand je fais des petits efforts, on peut lui faire descendre, remonter des escaliers, faire le tour, le pâté du jardin si on est dans un hôpital ou un jardin. Si vous dit, quand je porte des choses lourdes ou des charges lourdes, j'ai le bras qui gonfle, on peut lui mettre certaines charges pour voir au bout de 10 à 15 minutes s'il y a des lésions d'urticaire. Si c'est l'eau froide, là, il y a par exemple des petites astuces. On ne va pas mettre directement le glaçon sur la peau parce qu'il peut avoir une urticaire au froid également. Donc, on mettra dans un petit sachet, voire dans une petite serviette, puis appliquer le glaçon pour n'avoir que l'effet froid et pas l'effet eau, etc. Donc, ça, c'est des tests assez simples qu'on peut faire en consultation pour étiqueter l'urticaire. Il n'y a pas un seul traitement d'urticaire, parce que souvent l'urticaire est idiopathique, donc on ne va pas traiter l'étiologie, mais il y a plusieurs cibles thérapeutiques parce qu'on connaît de mieux en mieux la physiopathologie de l'urticaire. Donc parmi, bien sûr, on va cibler les IgE qui vont venir se fixer sur le mastocyte et être à l'origine de la dégranulation et de la libération d'histamine. Et là, on a l'omalizumab sur lequel on va revenir, qui est le biologique qui a l'autorisation de mise sur le marché dans la prise en charge, bien sûr, de l'urticaire. Bien sûr, on a les antihistaminiques qui vont venir également bloquer le mastocyte pour qu'il ne puisse pas libérer les substances et ne pas dégranuler ces substances pro-inflammatoires qui vont être à l'origine des lésions. On a les antileucotriennes, mais qui sont plus aussi autant utilisées dans le cas de l'urticaire, mais qui gardent également leur place. Et on a bien sûr d'autres substances immunosuppressives, mais qu'on utilise rarement à cause de leur effet secondaire, juste sur des urticaires qui sont extrêmement rebelles aux premières lignes de traitement. Mais plus on a de cibles thérapeutiques, plus ça explique la complexité de la prise en charge de la maladie. Donc, quels sont les traitements? On va commencer par des choses simples qu'on va prescrire quotidiennement. Ce sont les antihistaminiques qui vont pour le moment, le mieux contrôler les symptômes. Donc, vous avez plusieurs antihistaminiques. On ne peut pas prévoir quel antihistaminique va marcher chez quel patient. Il y a des règles de base, une prise quotidienne, même en l'absence de symptômes, ça c'est extrêmement important. On peut augmenter la dose jusqu'à 4 comprimés, le dire d'emblée au patient pour qu'il ne soit pas stressé derrière s'il a bien fait ou pas. Ils sont généralement extrêmement bien tolérés. Il faut bien sûr vérifier les interactions médicamenteuses et s'il y a des anomalies cardiaques, choisir l'antihistaminique adapté. Il faut savoir que le traitement n'est efficace que pendant les temps où il est pris. C'est pour ça que les traitements sont prolongés. Et dès que l'urticaire n'est plus gênante, on va dégraisser petit à petit. Il ne faut pas arrêter rapidement. Et comme je l'ai déjà dit et je me répète, et là je vais donner un peu plus d'explications, la corticothérapie PEROS n'a pas de place. Certes, elle va améliorer beaucoup au début, mais elle va aggraver la maladie, elle va la rendre résistante aux antihistaminiques. Donc on arrive même à rendre des urticaires aigus, banales, simples, en urticaire chronique, extrêmement compliqué, en soulageant juste 2-3 jours le patient. Honnêtement, ça ne vaut pas du tout le coup. Donc, on va utiliser des antihistaminiques en première intention de seconde génération. C'est des molécules très bien tolérées, très peu sédatives, sauf si on a besoin d'avoir un effet sédatif
vraiment le soir. Chez les enfants de moins de 12 ans, ça reste que des recommandations de la Société française de dermato. On préconise plutôt la desloratadine en comprimé uniquement. D'autres molécules ont été étudiées chez l'adulte, peuvent être également prescrites chez l'enfant. Et en cas de grossesse, ça va être simple dose de cétirizine, lévocétirizine ou desloratadine. C'est donc également aussi des recommandations de la Société française de 2021, mais je pense que vous le faites aussi bien que moi. Dès qu'il y a une femme enceinte, on va sur le CRAT et on vérifie si on peut valider cette prescription ou pas. Pour les recommandations, donc antihistaminique simple dose, en l'absence d'efficacité à 1 à 2 mois, on augmente jusqu'à 4 doses. Évitez tous les médicaments histaminolibérateurs, la liste est longue, c'est surtout les ENS, aspirine surtout. Les aliments riches en amines, on les verra rapidement. Les bilans allergologiques restent exceptionnels et ne pas hésiter à proposer un soutien psychologique tout en évitant si nécessité de traitement, les traitements antidépresseurs, tricyclides et les IMAO. Si l'urticaire persiste à 8 semaines, on va réaliser là le bilan biologique. On va bien sûr vérifier l'observance, rechercher les facteurs aggravants. On peut changer les antihistaminiques entre eux. En cas de prurite et de troubles du sommeil, on peut prescrire bien sûr une bithérapie en donnant un antihistaminique sédatif. On va réévaluer. On va successivement essayer d'essayer tous les antihistaminiques. Honnêtement, souvent ça marche. Les précautions, il faudra avoir sous la main les listes des aliments riches en histamine, essentiellement conserves de poissons, fruits de mer, charcuterie, petits pois, chocolat, etc. Et il y a également une autre liste, c'est les aliments qui vont être histaminolibérateurs. Il y a des choses qu'on retrouve, mais il y a des choses qui sont différentes. Et parfois, quand on interroge, par exemple, les patients, on le dit effectivement, quand je bois de l'alcool, je vois que ça s'aggrave, le chocolat, sauce tomate, fraises, etc. Donc, pendant les poussées, la période de poussée, on va demander aux patients de diminuer ces aliments qui vont libérer encore plus d'histamine. Ça peut beaucoup aider en plus du traitement. Ne pas oublier les médicaments. Tout à l'heure, j'avais cité l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais la liste est extrêmement longue, donc j'ai mis vraiment les médicaments les plus fréquents, savoir les morphiniques, les opiacés, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ne pas oublier certains antibiotiques, parce qu'on peut prendre le début de l'éruption urticarienne pour une infection, les produits de contraste iodé, les curares, mais beaucoup d'autres médicaments. Donc, ne pas hésiter à vérifier dans le Vidal si ce médicament peut aggraver les urticaires également et l'arrêter si on peut l'arrêter, bien sûr. Certaines précautions, donc, c'est les médicaments, les aliments, mais les facteurs physiques. Certaines urticaires vont être aggravées avec des variations brutales de température, donc expliquer aux patients, par exemple, de bien mettre ses gants avant de sortir. Les bains chauds peuvent aggraver surtout pour les urticaires cholinergiques, la chaleur, certains stress, les coups, les traumatismes, les interventions, et ne pas oublier, bien sûr, toutes les piqûres, qu'elles soient de guêpes, d'abeilles, et je pense que pour les piqûres de serpents, on va tout de suite adresser les patients aux services concernés. Donc, si on a un échec des traitements antihistaminiques qu'on a bien utilisés, qu'on retrouverait en bilan, c'est là où il y a vraiment une grande place pour la biothérapie. Et là, depuis plusieurs années, il y a une biothérapie qui est extrêmement efficace, qui a son autorisation de mise sur le marché pour l'indication urticaire chronique. Donc, c'est après échec des antihistaminiques, sachant qu'il faut garder l'antihistaminique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, on donne des antihistaminiques, ça ne marche pas. On rajoute l'omalizumab, 300 mg en sous-cutané toutes les 4 semaines, tout en gardant l'antihistaminique. Et si tout va bien, on va diminuer petit à petit l'antihistaminique, mais la biothérapie ne va pas remplacer l'antihistaminique. Il faut donner la biothérapie pendant au moins 6 mois. C'est au bout de 6 mois qu'on va revoir le patient et évaluer. Donc, il va avoir un petit carnet de route. Il va noter les poussées, leur intensité, le prurite, le retentissement sur le sommeil. S'il y a des signes de gravité que vous avez déjà expliqués ou une atteinte muqueuse, c'est des traitements qui marchent extrêmement bien, quelle que soit l'étiologie de l'urticaire chronique. Donc, avant de conclure, je vous ai mis cette planche qui, certes, à première vue, paraît un peu compliquée, mais ça résume toutes les recommandations pour les urticaires chroniques. C'est les dernières recommandations du centre de preuve de la Société française de dermatologie. Donc, on peut appliquer chez les patients à partir de l'âge de 12 ans. Ce qui est intéressant dans ces recommandations, je ne vais pas me répéter, mais c'est que vous avez en première intention des antihistaminiques. En cas d'échec, on augmente les doses, on fait le bilan. Et si vraiment il y a un cas d'échec à 4 doses, on va aller sur les traitements biologiques.
Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qui est à votre droite, c'est les situations particulières. Et donc ça, si on a quelque chose de particulier, femme enceinte, enfant de moins de 12 ans, etc. En cas d'échec, comment augmenter les doses, etc. Et donc, je pense qu'il faut, nous, on l'a dans le service et ça permet de rapidement aller sur des situations très spécifiques. Et si vraiment on n'arrive pas à trouver de solution, on a même des centres de référence avec des avis spécialisés pour adresser les patients. Ça peut beaucoup aider quand on s'en sort plus avec le patient. Donc, ce qui ne sont pas recommandés, que vous pouvez retrouver, là, ce que vous avez à votre droite en bas, dans les anciennes recommandations, et notamment les recommandations anciennes, c'est les anti-H2, ça ne marche pas. Les anti-leucotriènes sont sortis des recommandations. Je me répète pour la 3e fois, les corticoïdes parois systémiques, tous les immunosuppresseurs, à part la cyclosporine qui garde une petite place, et bien sûr les régimes stricts d'éviction. Le méthotrexate n'a pas non plus beaucoup d'efficacité. Donc c'est vraiment antihistaminique et traitement biologique qui marche donc chez quasiment tous les patients. Donc avant de répondre à toutes vos questions, je vous rappelle que l'urticaire chronique peut être extrêmement désagréable au quotidien avec un retentissement important sur la qualité de vie, mais on rassure nos patients, elle n'est jamais dangereuse. Le diagnostic est facile à la clinique, très peu de diagnostics différentiels. On a les moyens d'éliminer ces diagnostics différentiels. Tous les régimes alimentaires sont inutiles. Faire attention aux médicaments qu'on prend. Les antihistaminiques restent extrêmement efficaces. Ceux de 2e génération, c'est extrêmement bien toléré. On peut aller jusqu'à 4 fois la dose. Et la cortisone n'a pas du tout de place dans le traitement d'une urticaire chronique. Les traitements biologiques donnent d'excellents résultats. Donc, on s'en sort chez quasiment tous les patients. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet exposé qui était particulièrement clair et intéressant. Je parle sous votre contrôle déjà, non pas une question, mais une remarque personnelle. Bon, j'ai appris que la cortisone, effectivement, n'avait pas sa place. Et c'est vrai qu'on a la tentation, quand on a des patients qui reviennent après plusieurs épisodes, d'avoir la prescription facile sur la cortisone. Ben, écoutez, merci. Et le deuxième point, c'est sur les antihistaminiques. J'ai découvert que non seulement, bon, l'observance des antihistaminiques, c'est quelque chose que l'on a avec nos patients, on leur réexplique l'intérêt de continuer, de poursuivre ce traitement, et le fait de pouvoir les switcher les uns après les autres, voire de pouvoir augmenter à des doses importantes jusqu'à 3 ou 4, et enfin même une bithérapie. Donc là, j'avoue que j'ai, moi, ce soir, progressé dans la prise en charge, entre autres sur les antihistaminiques et sur la cortisone. Donc, à titre personnel, merci beaucoup déjà. Une première petite question, est-ce qu'il existe des familles d'urticaires, du genre de mère en fille, on risque d'avoir plus de fréquence de cas d'urticaire dans certaines familles? Effectivement, il y a des urticaires familiales, comme je l'avais cité, un des exemples, c'est les urticaires, par exemple, au froid. Donc, on a toutes les générations d'urticaires. Après, les urticaires, c'est un peu complexe, comme on l'a vu en physiopathe. Et donc, vu tout ce terrain immunologique, on suspecte également qu'il y a un terrain génétique en dessous. Donc, effectivement, on peut avoir des familles où on fait un peu plus d'urticaire que d'autres, mais il y a déjà des gènes pour certaines formes d'urticaire. Et le gène qui a été le plus identifié, c'était celui de l'urticaire au froid. Après, si on vit dans un pays chaud, ça ne va pas se manifester. Merci. Est-ce qu'il existe, alors, quelles sont les maladies auto-immunes chez lesquelles l'urticaire peut être un mode de révélation plus fréquent, ou qui oriente, quelles sont celles qui sont les plus fréquentes auxquelles il faut penser quand on a un patient qui arrive avec une urticaire, pardon? Alors, il va y avoir plusieurs maladies. Si on parle, je préfère parler pas que de maladies auto-immunes, mais plutôt de maladies systémiques en général. En chef de file, on va bien sûr retrouver le lupus, parce que les lésions d'urticaire font partie de la liste des lésions cutanées au cours de lupus. Mais souvent, quand on parle de maladies systémiques, l'urticaire va avoir certaines caractéristiques, c'est-à-dire que les lésions d'urticaire vont être fixes dans le temps et dans leur localisation. Donc, ce caractère de lésion fugace ne va pas être retrouvé, par exemple. Mais vraiment, chef de file, ça reste le lupus, mais on peut avoir des vascularites
urticarienne, c'est-à-dire qu'on a une attaque au niveau des vaisseaux, mais au niveau de la peau, ceci va se manifester par des lésions d'urticaire. Après, comme on l'a vu tout à l'heure dans les diagnostics différentiels, certaines maladies auto-immunes spécifiques d'organes, c'est-à-dire spécifiques de la peau, comme la pemphigoïde bulleuse, peut également donner un stade pré-bulleux de lésions urticariennes. Dans les maladies en général, on a par exemple la maladie de Steele aussi qui se manifeste par des lésions urticariennes. On peut aussi des choses qui ressemblent, même si ce n'est pas vraiment des lésions urticariennes, toutes les maladies, les fièvres méditerranéennes, etc. Après, on peut aller très très loin. Mais vraiment, s'il y a une maladie à retenir, ça reste vraiment le lupus et chez les personnes âgées, la pemphigoïde bulleuse. Merci. Vous avez parlé de la mastocytose. Dans la Oui. mastocytose, il y a différents types de mastocytose, notamment des mastocytoses malignes. Il n'y a pas de risque lorsqu'on est sur une situation d'urticaire d'avoir un dérapage vers une situation maligne? Alors, je vais pas parler de mastocytose, dans les formes cliniques parce que pour moi, la mastocytose est un diagnostic différentiel. Après, on parle plus de mastocytose, soit cutanée simple, qui peut être soit sous forme de petites lésions papuleuses ou même des lésions pigmentaires, ou de mastocytose systémique. Et dans la mastocytose systémique, qui était considérée avant comme maligne, on va avoir des lésions osseuses, viscérales, etc. Et donc là, le tableau est beaucoup plus bruyant. Peut-être qu'on peut se tromper une première fois en voyant le patient, mais quand il va arriver une deuxième fois avec tout le cortège des lésions, on va tout de suite, je pense, penser à la mastocytose et faire le nécessaire pour poser le diagnostic et qu'il soit pris en charge dans un service spécialisé. Première chose, pour en faire un bilan lésionnel. Et en fonction de ce bilan lésionnel, si c'est purement cutané, si c'est purement, par exemple, cutané et osseux avec des lésions qui sont stables, c'est une prise en charge. Par contre, si on a plus de 2 à 3 organes, entre parenthèses, touchés, il vaut mieux être avec vraiment dans un service hyper spécialisé où le patient peut tout de suite venir consulter en fonction de ses signes et avoir un suivi régulier. Dans les signes digestifs, vous avez parlé, Mhm. c'est plutôt des types de diarrhée comme par une hyperactivité de la muqueuse? Alors, les signes digestifs sont souvent extrêmement discrets. Donc, on peut avoir les patients qui vont vous dire après alimentation, j'ai des petites gênes pour la digestion, une dyspepsie. Il peut avoir aussi des modifications du transit qui sont associées aux poussées de diarrhée, mais ce n'est pas la grosse diarrhée des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est vraiment des choses très discrètes qui, à la limite, permettrait de faire un bilan allergologique et de voir si on est sur des allergies alimentaires associées, etc., pour améliorer l'urticaire. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair parce que c'est un peu complexe par rapport à la partie digestive. Voilà. Non, mais je pense que la personne qui a posé la question a apprécié la réponse. Une autre question qui est, pourriez-vous peut-être nous réexpliquer un petit peu la cortisone, les corticoïdes n'ont pas leur place, pour certains et moi le premier, c'est une rupture, ça va être un changement dans ma pratique de prescription. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin, développer un peu? Bien sûr. Sur la diapositive où on avait un peu les différentes cibles thérapeutiques, Ouais. donc le but, puisqu'on n'a pas de traitement étiologique, c'est-à-dire on ne peut pas bloquer complètement le mastocyte, on peut juste l'empêcher de se dégranuler. Du coup, si on voit le mécanisme d'action des corticoïdes, il n'agit sur aucun de ces parties, de ces petites parties. C'est-à-dire, il va juste traiter l'inflammation, c'est-à-dire la lésion et l'inflammation qu'il y a autour, mais il ne va pas directement agir sur le mastocyte. Et notre but, nous, quand on a une urticaire, c'est de calmer ce mastocyte qui est hyper excitable. Donc, le corticoïde ne va pas calmer l'urticaire, il va masquer les signes cliniques de l'urticaire. D'accord. Et du coup, l'urticaire va devenir plus résistante et on ne peut pas garder nos patients à long terme sous corticoïdes à cause des effets secondaires. Et dès qu'on va arrêter après la courte corticothérapie, on va avoir un effet rebond parce que les mastocytes, on ne les a pas bloqués, ils sont toujours là, ils ont toujours leurs granules d'histamine et ils attendent qu'à les libérer. Il y a une question sur le dermographisme. Mm-hmm. Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les différentes situations pathologiques ou les différentes pathologies qui
qui peuvent se découvrir avec du dermographisme. Moi, je me souviens quand j'étais externe, la première fois que j'ai vu ça sur la peau d'un patient, j'étais comme un enfant, il a fallu qu'on m'arrête tellement j'avais envie d'écrire sur la peau du patient. Alors, le dermographisme est une forme d'urticaire, déjà, si on veut voir la définition. C'est-à-dire quand on prend quelque chose avec une pointe mousse et qu'on la passe sur la peau du patient, on va voir la papule. On ne considère un dermographisme positif que si elle a papule, c'est-à-dire qu'il y a un relief. Si la peau est juste rouge, ce n'est pas un dermographisme. Donc ça, c'est parce que sinon, on a tous des hyperréactivités. Et donc, le dermographisme permet de poser le diagnostic d'urticaire. Après, on peut avoir effectivement ce dermographisme, même si on préfère garder le terme pour l'urticaire, pour certains signes, certains autres syndromes d'activation macrophagique, etc. Mais c'est des tableaux extrêmement complexes, c'est des maladies systémiques où je pense qu'on ne va pas gérer au quotidien. Donc, nous, ce qu'on dit à nos internes, externes, c'est vraiment, si un dermographisme positif, pas d'autres signes systémiques, gardez ça dans l'urticaire. Si on est dans des maladies systémiques, ça fait partie des signes de la maladie. Il faut traiter la maladie dans toute sa complexité et sa gravité. Le temps pour une dernière question? Bien sûr. Il y a une question sur le signe de Darrier. Est-ce que le signe de Darrier est spécifique des mastocytoses ou est-ce qu'on peut en voir aussi dans le cas des urticaires? Quand on parle de dermographisme, on parle d'urticaire. Quand on parle de Darrier, on parle de mastocytose. D'accord. Voilà. Parce qu'avant, on ne connaissait pas la physiopathologie des maladies, donc aujourd'hui, on parle d'histamine, de mastocytose. Avant, c'était des signes descriptifs, d'ailleurs qu'on utilise honnêtement quasiment plus en sémiologie quotidienne actuellement, puisqu'on sait que c'est un anti-IgE, un anti-leucotriène. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'était passionnant. À titre personnel, j'ai appris plein de choses. Donc, merci encore, Dr Zara, pour ce webinaire qui était extrêmement intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci surtout aussi à l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé et rendu possible ce webinaire. Comme d'habitude, le replay sera disponible à la fin de cet événement. Et surtout, n'hésitez pas à le partager et à partager avec nous votre feedback, ce qui vous a plu. Il y a un questionnaire dans le chat qui nous permettra de nous améliorer à chaque webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci, docteur. Merci pour toutes ces questions et la discussion extrêmement intéressante. Eh bien, écoutez, bonne soirée, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.